Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode qui va parler du Super Bowl, Ben là. de la Coupe du Monde et des Jeux olympiques en marketing. Ben là. Ben là. C'est maintenant rendu une tradition, je dirais. À chaque année, on arrive en février et j'invite Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa, conférencier et auteur en marketing, à venir nous parler de ces sujets-là. Et cette année, il y a une très grande question qui émerge, puis que le monde, tu sais, on entend parler de ça sur les réseaux sociaux, entre autres. Est-ce que le marketing est mort? Est-ce que la pub est mort aujourd'hui? Parce qu'avec l'intelligence artificielle et tous ces éléments-là, bref, il y a des questions à se poser. Puis souvent, il y a des pseudo-spécialistes qui disent non, la publicité, le marketing, tel on l'a connu, ça n'existe plus. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, Luc, merci d'avoir accepté de venir nous parler. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Écoute, ça bouge tellement et je vais te lancer tout de suite avec la première question, un peu comme dans l'introduction. Aujourd'hui, en 2026, est-ce que la publicité est morte? Est-ce que le marketing est mort? Oui, et ma réponse, en fait, ce serait peut-être une série de chiffres. OK, on t'écoute. Alors, je précise que, évidemment, on va, entre autres, mais pas uniquement, mais entre autres, s'intéresser beaucoup au pub du Super Bowl. C'est notre classique, d'ailleurs, Benoît. Je crois que ça fait 5 ou 6 ans. Je ne veux pas me tromper, là, mais en tout cas, dans ma tête, ça fait à peu près ça. Alors, cette année, c'est NBC qui a les droits aux États-Unis. Dans l'après-midi, donc, de dimanche qui s'en vient, au moment où on enregistre, donc c'est dans une couple, en fait, dans quelques jours, NBC va générer, en termes de revenus publicitaires, 900 millions de dollars US. Donc, 900 c'est millions. du vrai 900 millions. C'est du vrai dollar, je précise. Par ailleurs, au même moment, NBC possède aussi, alors c'est assez unique, les droits sur les Jeux olympiques d'hiver. OK. Dans les 2 semaines et demie, donc tout près de 3 semaines de durée des Jeux olympiques, ils ont vendu, au moment où on se parle, 900 millions de dollars US. OK. Donc, pour 2 événements, c'est en pour fait... 2 événements, et je ne t'ai toujours pas parlé de la Coupe du Monde, qui est en réalité sur le plan, mettons, mondial, on va le reconnaître, probablement un événement qui est plus important que les Jeux olympiques d'hiver. Pour les Jeux olympiques d'été, là, on pourrait avoir une conversation. Ça serait plus serré, mais en tout cas, dans le cas des Jeux olympiques d'hiver, c'est certain que la Coupe du monde qui s'en vient, d'autant plus que cet été, on triche, c'est-à-dire qu'on a eu une idée, en fait, géniale du côté des organisateurs. On s'est dit, si on admet plus de pays, donc plus de retransmissions télé, donc plus de ventes de pubs, on va faire plus de fric. Effectivement, tout ça tient très, très bien la route. Si bien que cet été, je ne prétendrai pas que tous les pays du monde vont être là, mais je prétendrai que si vous n'êtes pas là, vous êtes vraiment pas bon, en tout cas, en termes de soccer. Donc, c'est une année remarquable et je précise que c'est une année durant laquelle on aura aussi les élections de mi-mandat aux États-Unis. En d'autres mots, ce que je viens de te dire, Benoît, c'est qu'il y a des gens qui nous disent que la publicité est morte. En tout cas, j'espère être mort comme ça un jour parce que c'est pas si mal en termes de revenus. Est-ce que la publicité s'est transformée, s'est ajustée? Est-ce qu'elle est confrontée à des défis technologiques d'importance? L'intelligence artificielle serait un bel exemple de ça. Puis on va le voir que déjà, ça a des implications directes du côté du Super Bowl. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle s'est invitée au party? Oui. Est-ce qu'elle va transformer la publicité? Oui. Est-ce que c'est la fin de la publicité? Certainement pas. Luc, je voudrais qu'on revienne juste sur un aspect de ce que tu viens de dire, le mode de transmission. Parce que quand on parle de droit, puis j'aimerais ça qu'on puisse peut-être situer les gens là, à ce niveau-là. Quand on parle de droit, est-ce que c'est juste les droits de transmission de télé, mais ceux, par exemple, qui peuvent faire de la transmission en streaming, est-ce que ça l'inclut aussi, cette transmission-là? Alors, généralement, ce qu'on fait, prenons l'exemple d'ailleurs du Super Bowl, qui serait un bel exemple. Alors, NBC, j'y reviens, possède donc les droits pour l'événement. Pour ceux qui suivent ça attentivement, vous avez probablement remarqué qu'à chaque année,
c'est un nouveau télédiffuseur. Alors, c'est sûr que pour faire plaisir à tout le monde, et je pense que c'est une bonne stratégie, on s'est dit, tiens, une année, ce sera NBC, une année, ce sera CBS, une année, ce sera ABC. ABC, c'est Disney. Et puis, éventuellement, donc, tout le monde sera content. Alors, dans le cas de l'événement de cette année, l'événement, il est présenté à la télévision traditionnelle, donc à NBC. Il est présenté en streaming sur Peacock. Peacock, qui est une propriété de NBC. Et il est présenté par ailleurs sur Telemundo. Alors, Telemundo, évidemment, c'est la version espagnole du Super Bowl, très important. Et j'ajoute qu'il est aussi présenté en version enfant. En version enfant. Alors, en version enfant, ça fait quelques années que ça existe. Alors, dans ce cas-ci, c'est Bob l'éponge, SpongeBob, pour les intimes, qui fait la présentation du match. Ben et je dois dire, Benoît, et je suis très sérieux dans ce que je vais te dire dans les prochains instants, pour m'être enfargé dans la télédiffusion enfant. Alors, le raisonnement ici, il est tout simple. C'est si on va les chercher plus jeunes, ils vont vieillir d'1 an par année, généralement. Puis un jour, ils seront donc des fans de la NFL. Mais il faut les introduire à tout ça. Un peu comme lorsque TKO a fait l'acquisition de la WWE. Ce qu'ils ont constaté en jetant un petit coup d'œil sur le profil d'auditoire, c'est que généralement, quand tu es plus jeune, tu débutes avec la lutte, puis un jour, tu fais le saut du côté de la UFC. Alors, ils se sont dit, si on possède les deux propriétés, si on fait de la promotion croisée, donc la lutte invite la UFC invite la lutte, éventuellement, ben, on aura finalement des auditoires qui vont être plus importants. Alors, dans le cas de Bob l'éponge, je t'assure, Benoît, je ne blague pas, que la retransmission est très amusante. Et pour quelqu'un qui me dirait, je ne connais pas le football, les règlements, les 4 essais, tout ça, là, je crois que ça reste la meilleure introduction. Ouais. L'as-tu déjà écouté avec Bob l'éponge? Je l'ai écouté. Ah ouais? L'an passé, je l'ai écouté parce que, je vais te dire ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui trichent et qui le présentent sur X, sur Twitter. Alors, tu peux suivre l'action et évidemment, ce qui est assez remarquable, c'est au moment des touchés. Je dois te dire. Ah ouais? Bob l'éponge est particulièrement excité. La seule comparaison que je verrais là, en termes d'excitation et d'enthousiasme, c'est la Coupe du Monde. Alors, mettons que tu écouterais le match en espagnol ou en portugais, tiens, pour les fans du Brésil. Au moment où il y a un but, c'est pas et le but, hein, c'est pas ça, là. Alors, le commentateur va tenir le mot but pendant à peu près une 60aine de secondes. Je n'ai pas souvenir de personne, en tout cas, René Le Cavalier le faisait pas et probablement qu'il n'aurait pas pu le faire à l'époque. Mais c'est quelque chose qui est assez spectaculaire. Donc, on parle évidemment d'un événement télévisuel, visiblement. On parle d'un événement sportif, mais à la fin, toujours se souvenir qu'il y a quelqu'un quelque part qui paie la facture. Et moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé dans le cadre de mes cours et dans le cadre de tes cours aussi, je le présume, c'est la publicité. Alors, 900 millions de dollars, ça paye l'après-midi. C'est sûr que tout le monde est bien rémunéré à la fin de la journée, peut retourner à la maison. Et ça paye aussi une partie des frais annuels pour retransmettre l'ensemble des matchs. Et c'est pour ça qu'au moment où on se parle, quelque chose qui se discute beaucoup du côté de la NFL, les joueurs sont contre, je le précise, mais ce serait de rajouter un match par saison. Alors, ça peut sembler bénin, un match. Hein, mais c'est beaucoup d'argent. Un match, mais c'est énormément d'argent, effectivement. Dans le cas des annonceurs de cette année, là, parlons du Super Bowl spécifiquement, là, le coût du 30 secondes cette année, est-ce qu'il a augmenté comparativement à l'an passé? Oui, il a augmenté substantiellement. Alors, pour les espaces premium, comme on les appelle communément, alors au début du match, quelque part juste avant la demi, quelque part en revenant de la demi, quelque part à la fin du match. Donc, des zones clés. C'est 10 millions US toujours. Et pour les ventes, 10 millions. appelons-les moyennes, oui, Quand même. donc 10 millions pour les espaces premium. Et pour les espaces, appelons-les moyens, c'est autour de 8 millions de dollars. Alors, je te donne encore là un exemple concret d'un 10 millions. Tu dis, je veux une publicité dans les premiers instants du match, donc pas dans l'avant-match, mais dans le match comme tel. Alors, NBC a dit, écoutez, on va vous vendre la pub, mais on aimerait vous préciser qu'on a aussi les droits des Jeux olympiques d'hiver. Donc, vous aurez compris que c'est des espaces premium, et ça le dit dans le mot. On vous le vendrait, un petit peu plus cher. 2, si vous achetez de la publicité durant les Jeux olympiques d'hiver, je pense que là, on serait d'excellents amis. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça a été vendu cette année sur le plan de la négociation.
Et malgré tout ce que je te raconte là, alors tu pourrais dire, hey, 10 millions, c'est quand même cher, 30 secondes. Dans le cas de Budweiser, on a acheté 2 minutes et demie. Alors, c'est celui qui sera le plus présent durant le Super Bowl. Et par ailleurs, alors tiens-toi bien, à l'été 2025, donc ça fait à peu près 6 mois, je me souviens d'avoir partagé ça sur mon compte X, ça avait généré 0 réaction, mais c'est normal, c'est correct. NBC avait annoncé qu'ils avaient vendu tous les espaces sans exception. OK. Alors, cette année, on se retrouve avec quelque chose de très amusant. Grosso modo, donc 50 à 55 espaces. Ça dépend évidemment toujours aussi, est-ce que le match vend sur temps? Ça, je ne peux pas te le prédire, je n'ai pas cette boule de cristal-là. Mais ce qui est très amusant, c'est que Novo Nordisk, qui vend Ozempic, qui le vendait à ce moment-là, donc au milieu de l'été, avec l'aiguille, il faut se piquer. Très populaire. Je suis sûr qu'autour de toi, tu connais une couple de personnes qui sont Oui, absolument. là-dessus. Si on est honnête, là, j'en connais quelques-uns. Mais je connais aussi des gens qui m'avaient dit « J'aime pas l'aiguille, ça me fait peur ». Alors, Novo Nordisk, à la fin de l'année 2025, a eu le feu vert pour les pilules. Ah, ouais. Alors, la beauté de la pilule, c'est une petite pilule. Alors, qu'est-ce que Novo Nordisk fait? Quelque part à l'été 2025, on sait déjà évidemment qu'on est en processus de demande de la petite pilule. On n'a pas le OK. Tu comprends qu'on ne le sait pas. On ne sait pas si on va l'avoir. Mais il y a quelqu'un là-bas qui a eu une idée de génie qui a dit, sais-tu quoi? D'une manière ou d'une autre, achetons en 30 secondes, puis on verra à ce moment-là ce qu'on annoncera. Mais Alors, depuis ce temps-là, ils ont eu le OK. Ils ont eu le OK, fait que là, Juste, ça a influencé leur concept, je présume. Là. certainement. En parallèle, Eli Lilly, qui est le compétiteur américain de Novo Nordisk, qui est une compagnie scandinave, européenne donc, il y a quelqu'un qui dort, et on va le dire comme on le dirait au Québec, qui dort sur la Switch, Ah, ouais. qui vend un produit similaire, qui est aussi en processus de recevoir le OK pour la pilule, qui n'achète pas de pub, Ah, ouais. qui Mais se on réveille n'entend à un pas moment parler. donné. Non, mais sérieux, on n'entend pas parler parce qu'Ozempic, là, on a tous entendu parler. Là. Oui, oui, effectivement. Alors, Eli Lilly vend ces produits-là et en vend récemment plus qu'Ozempic. Ah, ouais. Alors, ça marche bien. Alors, donc, je reviens, dors sur la Switch. Achète pas de pub. Et là, quelqu'un là-bas s'est réveillé. Je ne sais pas c'est quand. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, je n'ai pas ce secret-là. Mais quelqu'un se réveille et dit, oups, il faudrait bien qu'on achète une publicité pour vendre nos produits durant le Super Bowl. Il y a un problème, monsieur. On a tout vendu. En passant, votre compétiteur numéro 1 a acheté une publicité. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eli Lilly. Au fond, ce que je raconte, c'est la compétition Coke-Pepsi. Hein. C'est exactement la même chose. Dans ces pilules-là, il y en a 2 compagnies, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils disent, OK, est-ce qu'il reste de l'espace dans l'avant-match? Alors, j'espère qu'il reste de l'espace dans l'avant-match. Oui, ça va vous coûter moins cher, mais ça s'appelle l'avant-match. Il va y avoir moins de perdus. Il n'y aura pas 125 millions de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire ici? Et je fais le lien avec ta question que tu posais sur le streaming. Et là, Lilly dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter l'avant-match télé traditionnel, l'avant-match streaming Peacock, l'avant-match Telemundo espagnol. Alors, tu vois comment, sur le plan stratégique, cette bataille-là est assez remarquable. Sur le plan des batailles, d'ailleurs, tu m'amènes à te parler de Pepsi parce que, tu sais, dans les stratégies d'entreprise, il y en a qui dévoilent leur publicité quelques jours avant le Super Bowl, avant la diffusion. Puis, de mon point de vue, je trouve que c'est quand même, quand c'est bien orchestré, ils peuvent un peu augmenter la portée puis l'intérêt de ces publicités-là. Et cette année, Pepsi ont proposé l'utilisation d'un ours polaire qui est, de mon point de vue, à taguer à Coca-Cola. Donc, si je suis directeur du marketing ou vice-président marketing chez Coke, j'aurais sauté de ma chaise, je pense. Qu'est-ce que tu en penses de la stratégie de Pepsi d'avoir fait ça? C'est quand même audacieux. Oui, alors c'est pas évidemment la première fois que Pepsi fait ça durant le Super Bowl. Je me souviens de d'autres concepts publicitaires en lien ou en tout cas avec un clin d'œil, disons, direct à Coca-Cola. Alors ici, ben, si je suis Coke, mettons, suite à ça, là, alors je précise que dans le cas de Coca-Cola, ils seront très actifs durant les Jeux olympiques d'hiver et durant la Coupe du monde. Alors Coke, évidemment, c'est celui qui a le plus de moyens financiers. Si Coke voulait être au Super Bowl, il serait au Super Bowl.
Mais ce qu'ils se disent, ils ont fait évidemment un calcul tout simple, portée, fréquence, Coupe du monde à l'échelle mondiale. C'est un produit évidemment absolument mondial. Je rappelle que la stratégie initiale de diffusion de la boisson gazeuse, le moment clé, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Coke décide de s'associer à l'armée américaine. S'assure évidemment que sur le front européen, les soldats ont toujours accès constamment à du Coca-Cola. Évidemment, une fois que la guerre est terminée, ils n'ont pas fermé leur usine en Europe. Ils ont continué à vendre ce produit-là. Donc, c'est un des nombreux coups de génie de Coke, parce que j'en aurais évidemment juste là pour une petite heure et demie, et on ne peut pas le faire certainement. Mais Pepsi, donc, a moins de moyens, et Pepsi, alors pendant longtemps, souviens-toi, était le commanditaire principal du show de la mi-temps. Oui, c'est vrai. Alors là, à partir du moment où vous occupiez quelque chose comme 8, 9, 10, 12 minutes, Coke, historiquement, a dit c'est pas en achetant de la publicité à 30 secondes qu'on va être capable de les accoter, mettons. Alors, dans ce cas-ci, si on ne peut pas les accoter, puis dans notre tête, on est les numéros 1, et Coca-Cola est assurément le numéro 1, votre stratégie, c'est peut-être de dire on va se retirer du Super Bowl. C'est un petit peu historiquement, donc, la stratégie de Coca-Cola. Dans le cas de Pepsi, évidemment, on utilise l'ours. C'est évidemment un clin d'œil absolument direct. C'est un concept extraordinairement bien réussi. À mon avis, sur le plan de la simplicité, et évidemment pour ceux qui nous écouteraient ou qui ne nous écouteraient pas à chaque année, quand il faut expliquer une publicité, généralement, c'est qu'elle ne marche pas. Alors, dans ce cas-ci, la beauté, c'est qu'on fait évidemment le clin d'œil avec le défi Pepsi. Les plus âgés, instantanément, ont vu tout ça. Ce qui est amusant, c'est que l'ours, donc, a les yeux bandés, choisit Pepsi plutôt que Coke. Et là, la séquence suivante, c'est qu'il est chez son psychanalyste. Alors, non seulement il y a le défi Pepsi, mais il y a l'histoire qui est racontée autour de la boisson gazeuse. Je crois que c'est un concept diaboliquement efficace. L'autre pub jusqu'à maintenant que j'ai vu aussi efficace, c'est évidemment toute la stratégie Budweiser. Budweiser qui, il y a une couple d'années, l'a complètement échappé. Effectivement. Ils ont passé proche. Momentanément, ils sont devenus deuxième. Momentanément, à peu près troisième. C'est inexcusable de la part d'une compagnie comme Budweiser, qui pendant longtemps avait l'exclusivité des annonces de bière au Super Bowl. Ils n'ont pas reconduit à ce moment-là cette exclusivité-là. Ils ont diminué leur budget publicitaire au Super Bowl. Ils ont cessé d'utiliser le cheval. Donc, c'est la mythologie, c'est le placement média. L'année passée, c'était ça, là, mais il me semble qu'ils n'étaient pas là l'année passée à Budweiser. Ils étaient là, ils étaient revenus, mais ils étaient, je dirais, en pénitence. Mettons, on va dire ça comme ça. Alors que là, cette année, visiblement, parce que l'autre concept, je pense, qui est extraordinairement efficace, c'est Budweiser. Alors, ils nous font une petite histoire. Évidemment que c'est l'histoire d'un cheval. C'est Clydesdale, le fameux cheval. Je précise pour les amants d'histoire qui nous écouteraient que c'est le cheval qui tirait les premiers barils de bière à la fin de la prohibition. Alors, c'est pour ça que sur le plan symbolique, évidemment, c'est un symbole extraordinairement puissant de la marque qui a traversé l'épreuve du temps. Encore aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans les années 20 du siècle précédent pour être familier avec les chevaux de Budweiser. Et dans ce cas-ci, donc, le concept, il est amusant. C'est le cheval qui apprend à l'aigle à voler. Alors là aussi, c'est un concept extrêmement efficace. Je me souviens des ânes, je me souviens des chiens dans des messages précédents, avec une chanson, évidemment, très, très associée, ou en tout cas légendaire. Et tout ça donne là aussi naissance à un concept qui est particulièrement intéressant. Et je reviens encore une fois aussi à ton prélude de ta question qui nous a amené là. C'est, au fond, est-ce qu'on coule ou on ne coule pas le message? Et là, on a une partie de la réponse avec ces deux concepts-là. La réponse, c'est, est-ce que j'ai un concept coup de circuit? Je pense que oui. OK. Est-ce que j'ai acheté beaucoup de pubs? Oui. Est-ce que je me contente donc du 30 secondes ou j'essaie de maximiser la visibilité relations publiques dans les médias? Alors, je te donne un exemple concret, je ne vais pas le prendre loin, je vais prendre mon exemple à moi. Donc, depuis plusieurs jours, le matin se lève, je donne des entrevues sur le Super Bowl, le soir se couche, je me couche, je me relève le lendemain et je fais une autre et d'autres entrevues là-dessus. Grosso modo, dans une semaine type, autour d'une vingtaine.
Si je fais l'entrevue à la télé, on a besoin de ce qu'on appelle communément du stock shot. On ne peut pas juste me montrer le visage pendant 2, 3, 4, 8, 10, 12 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne des messages, on montre des messages. Quel message on montre? Est-ce qu'on montre les messages teaser dont on ne connaît pas tout à fait la finalité? Ou on dit, tiens, allons-y pour des gagnants et surtout pour des messages qui n'ont pas besoin d'être familiers avec la langue. Parce que quand je te parle de Budweiser, c'est un message qui a été tourné aux États-Unis, qui met en scène, évidemment, j'allais dire des acteurs américains, un cheval, un aigle, etc. Mais est-ce que j'ai besoin de maîtriser la langue anglaise? La réponse, c'est non. Pas besoin. Est-ce que j'ai besoin, dans le cas de l'ours, de comprendre quand il est couché chez son psychanalyste qui ne va pas bien? Puis Ah non, puis il n'y a pas de l'air affilé en plus. Je l'ai vu, là, il n'y a pas de l'air affilé. C'est ça. Alors, tout ça, ce que je viens de te raconter là, ça vaut quelque chose, hein, n'est-ce pas? Absolument. Alors, en publicité, le calcul, comment on le ferait, on dirait, OK, comment dure de temps la publicité? Alors, mettons, on va prendre Budweiser, mettons qu'on va dire qu'on l'a montré une trentaine de secondes. OK, comment coûterait cet espace-là publicitaire normalement? Il coûterait à peu près ceci. OK, c'est dans un contexte qui n'est pas à proprement parler publicitaire, c'est un contexte où je m'en sers pour, au fond, démontrer quelque chose. Voici les publicités cette année du Super Bowl qu'il ne faut pas manquer. Est-ce que ça vaut plus que l'espace que j'aurais acheté normalement pour faire diffuser le message? Certainement. Là, on ne s'entendrait pas sur combien ça vaut de fois plus. Moi, j'ai le souvenir de mon professeur Bernard Dagenet à l'Université Laval, que j'adorais. D'ailleurs, j'ai été momentanément, lorsqu'il était en congrès, il m'arrivait de le remplacer donc, durant ses cours, de beaux souvenirs. Lui, il disait dans le cours, c'est 5 fois plus. OK. Alors, mettons que la pub aurait coûté 5 000. Je prends encore là un exemple très, très approximatif, tu comprendras. Là. Ben, ça veut dire qu'on est rendu à 25 000. Et là, je parle pour un marché local comme le Québec. Alors, fais le calcul pour Pepsi. Même chose, le nombre de fois que ça va rouler. Après ça, une fois que l'entrevue est enregistrée, l'entrevue roule aux heures, elle a roulé toute la nuit. Oui, vois-tu un peu le calcul? Oui, absolument. Là? Puis, tu sais, veux pas, c'est quand tu utilises les relations publiques comme ça, en fait, quand ta pub fait partie de la nouvelle, ben c'est aussi le commentateur, la crédibilité, par exemple, dans ton exemple, Luc Dupont, professeur, qui dit ça, c'est un bijou, c'est un tag, ça y attire. Fait que quand les gens vont l'avoir aussi, sans dire qu'ils l'ont en tête, ça a quand même eu un impact d'influence sur leur perception, là. À moins qu'ils n'aient pas la même opinion, que ça ne les ait pas influencés. Ben, l'autre chose qui est évidemment très importante, c'est qu'on arrête l'émission et on dit on va regarder un message. Or, dans la vraie vie, on n'arrête jamais l'émission en disant on va regarder un message. En fait, quand on regarde un message, ça s'appelle la pub. Puis généralement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une télécommande pas loin et, nous dit la recherche, un pourcentage significatif de gens vont changer de chaîne. Alors que là, on comprend que c'est à l'intérieur de l'émission, on regarde le message et on le commente au retour. Alors, il y a une attention qui est excessivement importante. Je regarde le message. Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà. Oh, un aigle. Oh, un petit aigle. Oh, il apprend à voler. Donc, sur ce plan-là, c'est génial. Comme quoi, avec le temps, ben, il y a le message, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et l'après, oui. Alors, cette année, puisqu'on parle d'après, il y a évidemment les concours publicitaires, mais il y a une primeur cette année, c'est que Adweek va lancer pour la première fois un concours où on va s'intéresser à l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle durant le Super Bowl. Alors, ça, c'est une première à ma connaissance. Évidemment, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Je ne peux pas te répondre parce que je ne l'ai pas vu. J'ai lu le descriptif. Ils n'ont pas parlé encore du concours? Parce que, tu sais, dans le fond, au nombre de personnes, si ça l'embarque, ça peut faire planter des systèmes, là, mais bon. C'est déjà arrivé par le passé. J'ai souvenir, par exemple, lors des premières représentations du Super Bowl, du show de la mi-temps sur Internet. Tu te souviendras peut-être, ou pas, moi je m'en souviens, du concours, en fait, de la parade Victoria's Secret. Alors, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'au moment même, donc, on est quelque part au début 2000, au moment même du début du show de la mi-temps, nous aurons retransmission simultanée. En fait, on débutera la parade de Victoria's Secret exactement au moment où le show de la mi-temps débutera. Donc, c'était une compétition. Et là, on avait constaté que l'Internet, de façon générale, était beaucoup plus lent, mais c'est évidemment l'époque où les machines étaient un petit peu plus lentes.
Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écouteraient que dans le temps, télécharger un film, ça prenait à peu près 2 jours et demi. Je m'en souviens parce que je me levais le lendemain puis je disais, oh, je n'ai 30 de fait. Alors là, cette année, on est vraiment beaucoup complètement ailleurs. C'est l'intelligence artificielle. On a un premier concept d'une vodka qui dit, nous, l'entièreté du message, de la conception à l'animation, à la production, à la réalisation, tout ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Beaucoup d'autres vont faire quelque chose qui ressemblerait à ça, mais là où c'est intéressant, et je ramène encore une fois l'importance des relations publiques, c'est ça que j'adore évidemment avec notre entretien à toi et moi, c'est qu'on est capable de déborder de seulement la publicité pour comprendre que c'est aussi une game de médias, une game de relations publiques, une game de communication, une game de marketing. Alors, dans ce cas-ci, sur le plan du marketing, les études ont montré que les gens disent « Je ne veux pas que vous utilisiez l'intelligence artificielle parce que vos messages semblent moins authentiques. » Là, quand on demande aux gens « Définis-moi authentique », bien là, c'est comme pas vrai, c'est comme pas normal. Évidemment, les gens utilisent toujours des mots un peu plus simples pour décrire tout ça. Alors donc, il y a juste un annonceur qui a l'audace de nous dire « C'est ça qu'on a fait ». Mais selon Advertising Age, qui est la référence incontournable dans le domaine du marketing et de la publicité, évidemment, comme Adweek, dont je parlais un petit peu plus tôt avec l'intelligence artificielle, selon Advertising Age, cette année, 50 des concepts qu'on va voir, des messages, ont utilisé d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle. Donc, c'est animation, création, réalisation, montage. On parlait tantôt, toi et moi, de la pub de l'ours, de Pepsi. Écoute, je pense qu'il y a de l'intelligence artificielle dans le montage. Ouais, ça ne serait pas surprenant. Là. Mais ils ne m'ont pas appelé pour me le dire, mais je crois qu'il y en a. Alors, tu vois, c'est un avancé significatif. Et évidemment, sur le plan de l'industrie publicitaire, ça a toutes sortes d'implications. Pour le moment, les agences nous jurent que l'intelligence artificielle n'est pas capable de créer comme eux autres. La première étude qui a été publiée récemment, il y avait un article extraordinaire dans le journal La Presse, il y a peut-être 3 semaines, de M. McKenna, un journaliste que j'adore. Alors, l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université de Toronto, ont fait l'étude suivante. Ils ont eu accès à 100 000 données de personnes. Alors, c'est substantiel, Benoît, on va s'entendre là-dessus. Et ils se sont posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle est plus créative que le commun des ours ou des ours, plutôt dans ce cas-ci? Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'intelligence artificielle est plus créative que 90 des gens, ce qu'on appellerait le monde ordinaire. J'aime pas l'expression, mais on se comprend tous. Mais ils se sont aperçus que le 10 restant, pour l'instant, est plus créatif que l'intelligence artificielle. On se reparle dans 2 ans, Benoît. Je suis sûr. On va avoir une autre donnée. Mais moi, dans le cadre, évidemment, de mes conférences maintenant, je parle beaucoup de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le cadre scolaire, tout à fait, dans le cadre universitaire, dans le cadre créatif, dans le cadre publicitaire, dans le cadre marketing. C'est toujours un coup de circuit, évidemment, avec des exemples très concrets. Et ce que je peux te confirmer, c'est qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, le communiqué de presse écrit par l'intelligence artificielle dans mon cours avait 72 %. Là, il y a peut-être 92 %. Il est engagé dans n'importe quelle entreprise. Mais, tu sais, là-dessus, Luc, l'intelligence artificielle, tu sais, à partir du moment, parce que là, c'est un des thèmes qu'on voulait parler, on va en parler tout de suite. Tu sais, oui, ça amène un changement. C'est un changement aussi c'est un accélérateur, je pense. Et, tu sais, par exemple, dans ma pratique de professeur, je te raconte une anecdote. J'ai monté une simulation pour un cours pour la formation continue. Et cette simulation-là, dans le fond, pour ce groupe-là, c'est un cours en gestion de projet. J'ai monté 5 mises en situation. 5 contextes différents pour la simulation. J'avais 5 équipes, donc une chaque. Et pour la simulation, j'ai fait un journal de décision, puis avec des décisions à prendre à chaque semaine, bref, pour les faire travailler, ainsi de suite. Puis je racontais à mes collègues, je disais, tu sais, il y a quelques années, j'en aurais fait juste une, ça m'aurait pris 4 jours à faire, puis ça aurait été une mise en situation pour les 5 équipes.
Puis, tu sais, oui, j'aurais eu de la cohérence avec la même, mais en faire 5 différentes avec le même arrière-plan pédagogique pour être capable d'atteindre mes objectifs puis d'assurer une cohérence, ça m'aurait pris 6 mois à faire. Tu sais. Puis là, ça m'a pris quelques jours à faire ça, le même temps que pour une. Puis, bien sûr, l'intelligence artificielle m'a aidé dans l'écriture, m'a aidé à sortir des idées, mais c'est moi qui ai sorti les thèmes, c'est moi. J'avais déjà une réflexion, une construction de ce que je voulais faire, mais grâce à l'intelligence artificielle, rapidité d'écriture, rapidité de s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons, être capable de bâtir le squelette. Donc, c'est devenu un outil de créativité, de production. Quand on parle d'assistant, c'est rendu ça, un assistant. Puis, tu sais, moi, je pense que ce qui est dangereux aussi, puis tu me corrigeras si je me trompe, puis, tu sais, pour les agences, je pense que ça peut être un accélérateur de créativité pour eux. Mais il ne faut pas non plus que ça remplace, je pense, la créativité humaine. Puis, tu sais, dans ce que tu disais, là, un 10% là, que ça ne nous a pas dépassé, c'est sûr que l'intelligence artificielle peut nous sortir des idées, peut nous faire voir des choses, des angles morts qu'on n'a pas nécessairement. Puis, tu sais, souvent, dans un processus de créativité, c'est qu'on va créer puis on va utiliser des techniques de créativité pour essayer de nous faire voir des choses pour nous faire sortir de notre zone de confort, de nous faire voir des choses différemment pour être capable d'aller chercher la fameuse idée qui va correspondre, entre autres, à notre stratégie parce qu'on veut faire. Et là, dans le fond, ce que j'exprime, c'est que si on l'utilise efficacement, ça peut stimuler notre créativité, voir des choses, puis bonifier justement dans le fond, ce qu'on va créer. Bien évidemment, il faut conserver notre esprit critique. Là, si on décide d'aller sur ChatGPT et dire bâtis-moi une stratégie avec tel élément, oui, il va te la faire, mais ça va être quand même générique, puis ça va être de base, il n'y aura rien de créatif là-dedans. Donc, bref, je pense qu'il faut se garder ce volet humain-là, dans le fond, pour bâtir la créativité, puis garder notre sens critique. Puis, c'est sûr que les gens qui ne sont pas créatifs à la base ou qui ne connaissent pas les techniques, ils peuvent voir ça comme étant, comment je dis ça, l'extase de la créativité, mais dans le fond, ils vont nous sortir les mêmes idées que peut-être un autre. Là. Fait que bref, je ne sais pas si j'ai commis des impairs dans ce que je viens de t'exprimer, mais je pense que ça devient un accélérateur puis un agent de soutien là, dans le développement publicitaire. Ouais, moi, comment je le présente, c'est un coffre à outils. Au fond, on a Internet qui s'est ajouté quelque part autour de 2000, qui est évidemment un soutien et un outil de premier plan incontournable. D'ailleurs, si on n'avait pas ça, on ne se parlerait probablement pas. En fait, on ne se parlerait assurément pas, toi et moi, actuellement. C'est ça qui est assez remarquable. Donc, sur le plan technologique, c'est une innovation substantielle. Moi, dans le cadre de mes conférences, évidemment, le public, généralement, qui est dans la salle, et pense à l'entreprise, la PME moyenne au Québec, souvent, elle a peut-être, si elle est chanceuse, un responsable de la communication, virgule marketing, virgule commandite, virgule relations publiques, n'est-ce pas? Et virgule réseaux sociaux. Et ça, c'est 80% des entreprises. Donc, pour ces gens-là, d'ailleurs, j'en rencontrais hier, évidemment, tu devines que c'est un apport, dans le cas de l'intelligence artificielle, j'y reviens, qui est substantiel. Parce que soudainement, c'est non seulement un coffre à outils, mais c'est évidemment un accélérateur sur le plan de la créativité. C'est un soutien aussi à tellement de niveaux, parce qu'on parle d'intelligence artificielle en focusant sur la création, parce que c'était le thème, évidemment, de l'étude dont je parlais dont M. McKenna parlait dans la presse, mais c'est aussi toute la gestion des échanges, hein, tout ce qu'on fait quotidiennement, toi et moi d'ailleurs, en tant que prof, toi, tu reçois des courriels du genre « Monsieur, est-ce que l'examen a lieu telle date? » Alors, tu réalises qu'évidemment, avec l'intelligence artificielle, on pourrait automatiser tous ces processus-là. À quel moment on pourrait se rencontrer la semaine prochaine? On pourrait aussi automatiser tout ça. Une chaîne, évidemment, de commentaires. Tu me réponds, je te réponds, tu me réponds, etc. Tout ça, on peut le faire. Et c'est toute la question aussi, et je trouve ça substantiel, toute la question de l'analyse des données, ce qu'on appelle communément le big data ou le forage de données. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui autrefois était réservé, au fond, à des entreprises qui nous envoyaient des factures substantielles pour faire ce genre de travail-là. C'est vrai.
On pourrait en nommer et on ne le fera pas, mais on pourrait en nommer. Et donc, soudainement, ces entreprises-là sont un petit peu coincées. Microsoft s'amusait récemment à faire la liste des 40 emplois en jeu. Évidemment, je ne t'apprendrai rien en te disant que l'enseignement est au cœur de tout ça. La communication, le marketing, bon, tous les métiers de la communication au sens très large, tous les métiers de la vente aussi. Alors, par exemple, la personne qui était responsable du centre d'appel, tu comprends qu'il n'en reste pas long. La personne qui prenait la commande au restaurant du coin, le service à l'auto, il n'en reste pas long non plus, là. Et ce qu'on se raconte là, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses qui existent déjà. Si on s'était parlé, par exemple, de la livraison en drone il y a une dizaine d'années, on se serait probablement fait traiter de cinglé. Aujourd'hui, c'est des choses qui existent dans plusieurs États américains et qui sont banales. Alors, pour résumer avec l'intelligence artificielle, parce qu'on pourrait faire juste ça, évidemment, tu devines, Benoît, mais ce que je dirais, c'est ceci. De deux choses l'une, vous apprenez à l'utiliser ou vous n'apprenez pas à l'utiliser. Je dis ça parce que je vois souvent un discours alarmiste au Québec, comme ça arrive très souvent avec les nouvelles technologies. C'est un vilain défaut culturel qu'on a. Il faut absolument se débarrasser de ce vilain défaut-là. Alors, ce que je dis, c'est apprenons à l'utiliser parce que moi, j'ai des hordes, évidemment, et toi aussi, d'étudiants dans mes cours. Je leur dis, quand vous allez être engagé, c'est une question qui va vous être posée au moment de l'entrevue. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ça? Et pas juste, êtes-vous capable d'en utiliser un? Alors moi, je m'amuse souvent à en utiliser un contre l'autre. Évidemment, à l'usage, je me suis aperçu qu'il y en a qui sont meilleurs pour faire certains types de travaux, puis d'autres pour faire d'autres types de travaux. Mais donc, je crois qu'on n'aura pas le choix et que ça va évidemment transformer complètement notre travail aussi de pédagogue, parce que ce que tu racontes là, c'est un très, très bel exemple pour moi d'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. Pour moi, là, ce que tu as fait, là, de dire, voici un cas, peux-tu m'en pondre 4 autres qui, sur le plan évidemment stratégique, reposeraient sur sensiblement les mêmes piliers. Moi, je vais t'en donner un autre exemple dans mon cas, moi. Évidemment, ça fait des années que j'enseigne certains sujets. On développe nécessairement des réflexes, puisque on a le sentiment d'avoir fait le tour à un moment donné pour les ouvrages, en tout cas les anciens. Alors, voici quelque chose que je demandais récemment à l'intelligence artificielle. Fais-moi donc la liste de tes 20 meilleurs livres sur la publicité. OK. J'ai lu, OK, je l'ai lu. Oui, il m'a suggéré. D'ailleurs, c'est drôle parce que je lui ai évidemment demandé ce qu'il pensait de Luc Dupont. Et c'est fascinant. Il a une connaissance absolument encyclopédique d'à peu près n'importe quoi là, qui nous intéresse. Mais là où, je vais dire là où ça devient intéressant, je lui demande donc les livres. Je le connais aussi, je le connais également. Oups, je ne le connais pas. Ah, mais il n'est pas pertinent, il s'est trompé, parce qu'il se trompe aussi, là. Il n'est pas parfait, là. Il est comme un humain en passant. Il se trompe des fois. Alors là, je continue, je le connais. Oh, je ne le connais pas. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Pourquoi je ne le connais pas? Et là, tu vois, on reste en communication 100% là, dans ma réponse qui s'en vient. Il n'a jamais écrit de livre en français ou en anglais. Oh. Ah, intéressant. Donc, ça nous rappelle aussi l'importance de la traduction. Tous ces livres sont en espagnol. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants. Ça veut juste dire que comme je lis en français et en anglais, tu comprends que je ne me suis jamais enfargé dedans. Absolument. Alors, vois-tu, et là, soudainement, avec l'intelligence artificielle, je lui dis, OK, résume-moi donc la pensée de cet auteur-là. Vois-tu un peu? Oui, absolument. Alors ça, pour moi, c'est une utilisation absolument fascinante de ça. Ça nous rappelle que, et je me permets de faire une petite anecdote de relations publiques, mais Sigmund Freud, qui n'a pas besoin de présentation, je crois, évidemment, n'écrivait pas en anglais. Et un jour, il y a quelqu'un d'extrêmement connu, Edward Bernays, qui est généralement considéré comme l'un des co-papas de l'invention des relations publiques, avec M. Lee. M. Lee, lui, travaillait plutôt avec les Rockefeller. Alors, c'est pour ça qu'il y a une patinoire Rockefeller au centre-ville de New York, là, pour ceux qui se poseraient la question. C'est à cause d'un relationniste, c'est que ça. Et les bibliothèques Rockefeller, et les prix Rockefeller, et l'Université de Chicago. En tout cas, on pourrait y aller très, très longtemps. Alors, dans le cas d'Edward Bernays, il est lié de sang avec Freud. Et un jour, il rencontre donc Freud, puis il dit toi qui es membre de ma famille, je constate que tu écris, en fait, dans ta langue,
mais que tu ne publies pas en anglais. Alors moi, ce que je t'offrirais, c'est de traduire tes œuvres en anglais. Oh. Je viens de te raconter probablement la chose la plus importante qui est arrivée dans la carrière de Sigmund Freud, exception faite évidemment de ses ouvrages puis de sa réputation. Elle ne serait pas la même aujourd'hui. Pour la petite histoire, Sigmund Freud ne voulait pas au début, en disant quoi? Avoir accès à l'Amérique du Nord, ça ne m'intéresse pas. Pas des gens qui m'intéressent. Oh. Aujourd'hui, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose. C'est probablement la décision la plus importante qu'il a prise. À la fin, il a dit, sais-tu, Edward, tu veux les traduire? Traduis-les, mes ouvrages. Alors, c'est ça, c'est un petit peu... On est toujours en com, hein? C'est fascinant. Absolument. Encore une fois, ce qu'on vient Mais tu sais, d'expliquer au fond, c'est que... la langue en anglais, entre autres, là, puis tu sais, des fois en recherche, il y en a qui vont émettre la critique en disant en français, tu sais, mais c'est parce que beaucoup, tu sais, nos recherches, souvent, on va les faire, puis on va commencer par l'anglais, parce que c'est là où il y a le plus de publications aussi en recherche. Mais effectivement, il y a d'autres choses qui se font dans d'autres langues, puis fait que bref, tu parlais dans ton exemple en disant l'intelligence artificielle m'a suggéré d'autres langues. Dans le fond, d'autres auteurs de d'autres langues. Tu ouvres aussi un spectre intéressant à ce niveau-là. Oui. Luc, je veux que, parce que le temps file et c'est Oui. hyper intéressant. On a parlé quand même d'intelligence artificielle. On a commencé avec le Super Bowl. Tu as fait allusion aux Jeux olympiques d'hiver. Donc, en fait, je voudrais savoir, parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché quand tu as dit les Jeux olympiques d'hiver sont moins populaires un peu que ceux d'été. Donc, pour quelle raison que ça l'attire moins l'attention du public? La raison courte, c'est évidemment les saisons. Alors, si tu es au Brésil, si tu es, je sais pas, en Jamaïque, tu vois, un peu dans les Caraïbes de façon générale, ce lien-là avec ces sports-là, ce sont des sports qui sont peut-être davantage, je dirais, étranges. D'ailleurs, faisons semblant, toi et moi, Benoît, qu'on n'a jamais vu de match de hockey de notre vie. Faisons semblant, tu vas me dire, je ne suis pas capable, mais faisons semblant, juste pour le bénéfice de l'exercice. Des gens qui sont sur une patinoire c'est bizarre. avec des bottes en dessous desquelles on retrouve des lames de métal et qui jouent avec un gourdin. Oui. N'est-ce pas? Et un palais, n'est-ce pas? Très étrange. Mais tu vois, là, c'est facile de me mettre dans cette posture-là parce que je te raconte une petite anecdote. Quand je suis allé en France en 2023, dans le fond, je voulais avoir un match de foot parce que quand je suis allé en Belgique, je voulais avoir un match de foot parce que le football là-bas, c'est très populaire. Il n'y avait pas de match disponible, mais mon hôte m'a dit, écoute, on va aller avoir un match de rugby. Puis, tu sais, j'avais juste vu quelques séquences, tu sais, soit dans les films ou, tu sais, à la télé, mais jamais attardé. Fait que quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu le match de rugby et qu'on me l'expliquait en même temps, je me sentais un peu là-dedans en disant « Hey, pitch le ballon, pas juste par en avant, par en arrière, de côté. » Puis là, ça s'amoncelle. Donc, je comprends ton analogie en disant « Imagine-toi que tu n'as jamais vu un match de hockey. » Effectivement, ça peut être... Puis encore là, il joue sur de la glace. C'est spécial. Oui. Fait que, tu sais, cette distance-là, en fait, cette découverte-là, c'est sûr que si tu n'as jamais vu la neige en plus, puis que les sports d'hiver... merci de m'avoir fait voir ça, parce que dans le fond, je ne m'étais jamais attardé sur la question. Et là, pour les prochains jeux, là, on va s'attendre à quoi? C'est quoi les sports qui sont les plus populaires sur le plan publicitaire ou ce que les gens veulent mettre de la pub? Dans le cas, évidemment, des Jeux olympiques d'hiver, c'est le hockey. Et là, le problème, c'est qu'au moment où on se parle, on ne sait toujours pas de quel genre de patinoire, en fait, on va se retrouver sur quoi. On sait qu'elle ne sera pas de dimension olympique. Elle va ressembler davantage à quelque chose, et là, il faut avoir quelques années derrière la cravate ici, mais si on avait l'habitude de regarder des matchs à Boston, par exemple, au Boston Garden, au Stadium de Chicago, qui reste dans mon cas à moi probablement ma plus grande expérience de ma vie dans le domaine sportif. C'est la première fois que je voyais un amphithéâtre avec 3 étages de galerie. Alors, j'avais déjà vu un étage de galerie à Québec, mais je n'avais jamais vu 3 étages de galerie avec une acoustique, évidemment, exceptionnelle et la machine Zamboni stationnée dans le couloir en sortant parce qu'on n'avait pas d'espace, on ne pouvait pas agrandir le stadium de Chicago. Donc, c'est ça qui va se passer. Évidemment, dans le cas de Gary Bettman, je précise qu'officiellement, il nous dit que c'est les joueurs qui voulaient aller aux Jeux olympiques d'hiver.
Mais la réalité, c'est qu'il veut vendre les droits de la Ligue nationale en streaming. Et pour ça, il a besoin d'internationaliser le sport. Ça existe en Finlande, ça existe en Suède, ça existe au Danemark, ça existe en Allemagne, je ne prétends pas le contraire, mais il y a un travail à faire de promotion. Alors là, probablement qu'ils s'attendaient à ce que ça se passe bien. Dans ce cas-ci, il faudra voir. L'avantage, évidemment, c'est que soudainement, par exemple, un match Canada-États-Unis, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est un match qui va générer des codes d'écoute remarquablement importantes des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Par ailleurs, tu référais un petit peu plus tôt au rugby. Encore une fois, mettons-nous toujours dans la peau de quelqu'un qui n'aurait jamais vu de football américain. C'est sûr qu'en voyant la première latérale du rugby, en voyant les gars courir, en voyant la zone des, mettons, appelons-la la zone des buts, tu t'es probablement dit, il y a quelqu'un du côté du football américain qui s'est inspiré légèrement de ce que je viens de voir. Effectivement. Je pense que c'est absolument criant. C'est comme quand on voit du cricket et du baseball. Visiblement, il y a quelqu'un qui avait vu quelque chose, puis qui a étiré un petit peu la sauce, qui a pris 3-4 bières, puis qui est arrivé avec un concept, mettons, pas super éloigné. OK. Donc, écoute, Luc, c'est intéressant. On a fait un tour quand même, je pense, assez... on n'a pas parlé de la Coupe du Monde. Quelques mots, on va terminer là-dessus. Quelques mots sur la Coupe du Monde, parce que c'est l'événement mondial, parce que le foot, c'est le sport mondial le plus populaire. Corrige-moi si je me trompe. Donc, je voudrais t'entendre par rapport à ce qui est annoncé sur le plan publicitaire. Oui, alors de ce côté-là, dans le cas de Coke, sans surprise, Coca-Cola, ils seront omniprésents. Toute une série d'annonceurs, généralement le premier dans chacune de leurs familles de produits respectives. Ce qui est intéressant, donc, c'est que ça va durer un petit peu plus longtemps, plus de pays, et l'idée géniale, et encore une fois, qui est une idée marketing, c'est de dire, tiens, on va aller aux États-Unis, on va aller au Canada, on va aller au Mexique. Donc, avec le Mexique, le pont Mexique, c'est l'Amérique du Sud, évidemment, qui va être absolument passionnés. Plusieurs pays d'Amérique du Sud seront présents parce qu'on a décidé d'en accepter davantage. En Europe, même chose également. Des joueurs qui probablement seront là pour la dernière fois, je pense à Messi, je pense à Ronaldo, et de nouveaux joueurs, en tout cas la relève. Mais la relève qui n'a pas la réputation des anciens, parce que ça aussi, cette réputation-là, elle ne se construit pas en 2 ou 3 championnat, elle se construit à travers les années, voire les décennies. Alors, ça va être un événement. Moi, je crois que ça va être l'événement sportif qui va générer le plus de capitaux de l'histoire humaine, entre autres à cause de la vente du prix des billets. Alors, je connais personnellement quelqu'un, par exemple, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui est colombien, alors qui a dit, moi, c'est sûr que la Colombie qui joue un match en Floride, il faut que je voie ça. Je crois que c'est contre le Portugal, d'ailleurs, mais je te le donne sous toute réserve, mais je crois qui m'avait raconté ça dans un souper récent. Alors, dans ce cas-ci, on parle de billets de 3 à 4 000 $. Il n'y a pas de billet à 22 $. Il n'y a pas de billet à 22 $. On comprend? Donc, fais ce calcul-là, fois le nombre de matchs, fois les amphithéâtres. On va jouer le match de la grande finale, techniquement, on va dire à New York, mais en réalité, c'est au New Jersey, le Met Stadium, qui est probablement l'amphithéâtre le plus vétuste aux États-Unis. C'est ça qui est étrange. Vois-tu encore comment, à la fin, c'est pour ça que j'adore nos entretiens, toi et moi, à la fin, c'est toujours une réponse de marketing. Alors, il y a Dallas qui a dit, nous, regardez ce qu'on vous offre. On vous offre le stade, évidemment, de l'équipe de la NFL. On vous offre le stade à côté qu'on n'a jamais détruit. Donc, on va faire l'événement dans 2 stades contigus. OK. Wow! Que c'eût été original. Les Cowboys à côté, donc on remplit 2 stades. Puis l'autre, ça va être des écrans géants. On va avoir du plaisir. On va déplacer quelque chose comme 200 000 personnes. C'est malade. Ah, puis ça va être plein, c'est sûr. Ça va être plein. Et ça va être avec les TV gigantesques, l'air conditionné. Et qu'est-ce qu'a dit à la fin la FIFA? Ils ont dit, vous êtes super gentils, on vous adore, merci pour l'invitation, vous nous avez accueillis comme des princes. Vous avez même offert d'enlever la pelouse synthétique et de mettre du vrai gazon parce que tous les matchs doivent être joués sur du vrai gazon. Tu t'imagines comment ça coûte faire ça? Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça d'ailleurs que Montréal, donc, ce championnat-là aussi, là, cette Coupe du Monde-là,
c'est aussi, Benoît, le moment où on vient de réaliser qu'on n'existe plus. Juste le dire gentiment en terminant le podcast, là, parce que Toronto va être là, Vancouver va être là, Montréal aurait dû être là. Ah, mais Mais Montréal. là, Montréal. mais- On pourrait repartir mais- 2 heures là, sur oui, Montréal. absolument. Puis c'est dramatique, ce déclin-là, parce que le déclin de Montréal, c'est le déclin du Québec, là. Ah, tout à fait. Mais je reviens là-dessus. À la fin, ils ont dit OK, savez-vous quoi? Merci beaucoup pour l'accueil. Los Angeles est intéressé aussi, quoique Los Angeles est un petit peu plus piqué. Ils ne voulaient pas partager tout à fait les revenus de billets, de commandites, etc. Il y a un endroit où on a dit, nous, tout ce que vous voulez, on va le faire, puis on va le faire dans un environnement qui n'est pas très loin des médias, marketing, annonceurs, ils sont tous à New York. Alors, c'est pour ça que la grande finale va avoir lieu dans un stade qui est particulièrement vétuste. Et je rappelle pour la petite histoire, pour ceux qui ne suivraient pas la NFL de façon attentive, que c'est le stade des Jets et des Giants. Et pour ceux qui suivraient ça de façon distraite, quand le match a lieu, c'est un match des Jets, l'amphithéâtre est complètement vert. Quand c'est un match des Giants, l'amphithéâtre, je blague pas là, est complètement bleu. Alors, selon le match, ils ajustent complètement les annonceurs, les publicités, ouais. les côtés de match. Alors, eux, ils ont dit, vous, votre petit match de la Coupe du Monde, là, à New York, on est capable de faire n'importe quoi que vous voulez. C'est sûr que ça ne sera pas un stade A1, mais vous êtes à 2 coins de rue des annonceurs qui se retrouvent, je rappelle, sur une rue qui s'appelle communément à New York Madison Avenue. Alors, sur cette rue-là, vous avez tous les diffuseurs télé et vous avez à peu près toutes les agences de publicité et tous les annonceurs. Donc, le midi, quand ces gens-là se rencontrent au resto, ben, le gars de Procter & Gamble rencontre la fille de Ogilvy, laquelle discute avec le gars de CBS. Donc, c'est pour ça que ça va avoir lieu à New York. C'est bon. Écoute, merci Luc de nous avoir parlé, d'avoir pris le temps, d'avoir été aussi généreux. Je sais que tu fais effectivement beaucoup de médias dans cette semaine et souvent c'est rapide dans les médias. Donc là, on est capable d'aborder les questions, pas juste du Super Bowl, d'aller un peu plus loin. Donc bref, merci beaucoup et on se reparle, je dirais, l'an prochain. Excellent. Bonne journée. Bonne journée. Ben là. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'intervention de Luc Dupont. Eh bien, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Et sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.